Vidéo numéro 2. Donc je vous ai montré comment créer des différents documents, comment créer des documents avec des sauvegardes ici pour revenir automatiquement. On a évidemment les options pour créer des documents déjà existants qui existent dans nos fichiers à nous, partager avec vous, ou si jamais on a Lightroom, mais ça vous regarde pas. Donc ici par exemple je vais charger une autre photo que j'ai sur mon bureau. On va faire Open pour vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on a un document avec un peu plus de calque. Ici, ça c'est ce qu'on appelle en fait du matte painting ou du composite, dans le sens où cette image-ci n'existe pas. C'est une image pixelisée qui n'existe pas du tout, qui a été composée de plein d'éléments différents. Et pour vous montrer à quel point, je vais masquer. Donc ici, on a le petit œil, vous voyez, qui permet de masquer des dossiers dans lesquels il y a différents calques. Mais vous voyez ici, ce dossier-ci est composé de ces calques-ci. Il y a même des sous-dossiers dans le propre dossier. Donc, on peut masquer petit à petit. Voilà. Et ça a été fait avec Photoshop. C'est pas de la peinture, quoi. C'est vraiment des éléments photos différents, distincts, qui ont été pris sur Internet, sélectionnés, sur lesquels on a détouré. L'option de détourer, c'est de prendre un élément d'une image qu'on a utilisé ailleurs. Donc ici, par exemple, vous voyez le ciel. Ben, ce ciel est composé de plusieurs images déjà. On a un bête dégradé. On a des effets de calque, des effets de transition. Voilà, on a créé un ciel. Ici, des nuages. Et c'est plein d'éléments séparés qui sont du coup autonomes, qui sont modifiables, on peut les déplacer. Excuse-moi, les séries qu'on voit à la télé, par exemple, Le Seigneur des Anneaux, avec Panoplie derrière, c'est avec ça? C'est pas fait avec Photoshop, c'est avec d'autres programmes comme After Effects, mais le principe est le même. Tu as beaucoup du temps avant la grande époque des ordinateurs, des effets spéciaux. Justement, il y avait une technique de création de décors de cinéma. Ça s'appelle matte painting. Et tout ça, c'est fait avec... tu avais des artistes qui peignaient ça, mais les artistes plus modernes, ceux qui sont, qui sont comme moi pas capables de peindre, ils vont prendre des éléments externes d'une planète, d'un mausolée, d'un bâtiment, de fumée, et ils vont recréer une image à partir de centaines d'éléments externes. Donc tu peux faire un petit peu tout ce que tu veux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du matte painting. Et le cinéma avant, c'était des images comme ça. Mais je vous ai parlé de calque, de calque dans Photoshop. Dans le cinéma, on avait aussi cette espèce de transition de calque pour donner cet effet de profondeur avec le fond qui était fixe, des nuages avec un calque au-dessus. Et en fait, cette espèce de profondeur, on les bougeait de manière latérale pour créer un effet qu'on appelle, et ça on le fera, on l'a déjà fait, mais un effet qu'on appelle parallaxe. Et cet effet parallaxe, c'est justement de gérer plusieurs calques et de faire bouger ces calques l'un sur l'autre pour donner une sensation légère de mouvement. Ça doit être léger, hein, c'est pas la voiture de course. Et en fait, ce parallaxe, on peut faire ça par exemple pour une bannière et le sauvegarder à un format. Quel est le format sur Internet pour animer quelque chose? Répétez. Du GIF. Je sais que c'est la même chose, mais c'est une contraction de 3 mots. Graphic Image File. Le créateur du GIF, lui-même, il a dit non, moi je dis GIF. Alors moi je lui dis, tu as créé le GIF, il n'y a pas de problème, mais tu n'es pas prof de anglais. Une contraction de mots. Voilà, bref. Ce qui clôture ma réaction de vieux con par rapport au GIF. Mais je sais que votre autre prof que j'aime beaucoup, Stéphane, lui il dit GIF, il dit pas GIF, mais c'est pas grave. Donc vous voyez ici, si je continue, voilà, on a les îles, et de nouveau, tous ces îles, c'est plein de petits éléments. Hein. Tu vois, tu as des îles là, tu as des îles là, tu as des machins bidules, la mer, la lumière, qu'on voit exactement, qu'on voit danser, une île. Cette île a été composée de plein de petits éléments
qui sont additionnés pour créer du coup cette espèce de petits rochers flottants, là. Les poissons. Tout ça, c'est des calques. Tout ça, c'est des calques séparés. Et c'est important d'apprendre et de connaître cette notion. Tous ces groupes, donc c'est des dossiers dans lesquels il y a il y a des calques, il y a des calques de pixels, on peut faire des calques vectoriels, mais on a ce qu'on appelle aussi des calques de réglage. Et ça, on verra justement tout à l'heure. C'est important de comprendre que cette notion de calque, c'est pas là pour vous faire chier, hein. Cette notion de calque, c'est là pour avoir un petit peu d'ordre dans votre travail et de pouvoir très vite modifier quelque chose sans devoir recommencer depuis le début. Tu vois, si tu as une page, tu as un calque justement avec des éléments, si tu sépares bien tes éléments de texte, de forme, de pixels, de dessin, bah, tu peux tout séparer, tu peux tout additionner et tu peux tout masquer ou contrôler. Et du coup, tu peux très vite modifier quelque chose. Tu vois, ici, t'as les effets, tu as le soleil qui est là. Mais imaginons que ton client dit: ah ouais, le soleil, mais en fait, je veux un soleil jaune. Ok, mec, tu veux un soleil jaune? On va créer un calque de réglage. Teinte saturation, par exemple. Hue saturation, c'est teinte saturation. Il y en a d'autres, hein, mais on va prendre teinte saturation, c'est plus générique. Et on va lui demander, par exemple, de le coloriser dans une teinte comme ceci. Mais vous voyez que, mais pourquoi il s'affiche partout et pas seulement sur le soleil? Parce qu'en fait, on a ici, ce symbole-ci va représenter mon calque de réglage. Dans Photoshop, on peut modifier des pixels de principalement deux manières. Soit on peut lui appliquer un ajustement, qui sont ici, mais il faut qu'il y ait un calque sélectionné. Là, on a un calque de réglage, mais quand on applique des modifications ici, des ajustements, c'est définitif. On sait pas revenir, enfin on peut revenir en arrière comme en Z, mais on a beaucoup moins de contrôle. Donc ça, ne faire que vraiment si vous en avez besoin. En gros, c'est touche pas à ça, petit con. Mais ici, par contre, en bas, donc on a la possibilité de créer des nouveaux calques, de jeter des calques, de créer des dossiers. Et ici, ces trois outils, on va les voir petit à petit, mais l'espèce de cercle noir-blanc, ça va nous permettre de créer ce qu'on appelle des calques de réglage. Et en fait, ces calques de réglage, il y en a plein ici, qui permettent de créer des couleurs solides, des dégradés, des textures, de modifier le contraste, les niveaux. Donc les niveaux, le contraste, tout ça, c'est par rapport à l'exposition, au ton clair, au ton sombre, on verra ça plus tard. Ça, c'est par rapport aux couleurs, aux effets, et par rapport à des effets très spécifiques qu'on utilise, je pense, rarement. Mais ça permet par exemple de créer justement, ici j'ai créé un calque de teinte saturation qui va permettre de modifier la teinte de l'image, de modifier sa saturation, fort saturée ou pas, et de modifier sa luminosité, un peu plus clair ou pas clair. Mais vous voyez par exemple, voilà, si on garde le soleil vert, pourquoi pas, mais vous voyez que ça applique ce réglage à tout ce qui est en dessous. Tout cet effet s'applique à tout ce qui est en dessous. Si par exemple on peut déplacer l'ordre des calques, si je le mets au-dessus, bah, du coup vous voyez que ça s'applique à toutes les images. Si je le descends en dessous, il s'applique à moins d'images. Mais je voulais en fait qu'il s'applique au soleil. Je le déplace au-dessus du soleil, mais il s'applique quand même au reste en dessous. En fait, il y a un tout petit secret, qui n'est plus un secret parce que je vais vous le dire. C'est ce qu'on appelle un masque d'écrêtage ou un clipping mask. Et ce clipping mask, vous voyez en dessous, on a l'icône ici qui représente le symbole du réglage. On a un petit maillon on s'occupe pas à ça pour le moment, et on a une espèce de rectangle blanc. Ce rectangle blanc, c'est ce qu'on appelle un masque de calque. Un masque de calque, c'est une notion très importante dans Photoshop. Pourquoi? C'est comme si on avait un calque, mais qui était totalement transparent, c'est blanc. Si par exemple je prends mon pinceau, ou B pour brush, si on veut, et qu'avec du noir je donne un grand coup dessus, bah ce masque, ce calque, n'est pas efficace et n'est pas effectif là où j'ai passé mon masque. Vous voyez sur mon masque ici, on voit ici mon masque avec ce petit symbole noir ici qui représente là, je ne masque pas. C'est une notion très importante dans Photoshop. Un masque, blanc, je révèle, noir, je masque. Petite astuce, quand j'appuie sur la touche Option de mon clavier et je clique sur mon masque, ça me permet de voir que mon masque ou pas. Si j'appuie sur la touche majuscule, ça va masquer, vous voyez, ça masque mon masque ou ça révèle. Et si j'appuie sur la touche commande, mais ça on verra un peu plus tard, et que je clique sur mon masque, ça va faire une sélection
de là où je fais mon masque. Les options de sélection, on fera un cours entier sur les méthodes de sélection, parce que c'est une notion très importante, mais pas aujourd'hui. Je veux désélectionner, commande D par exemple. Donc mon masque ici, je peux continuer par exemple à peindre en noir partout où je veux. Et j'ai une tablette graphique à côté pour que je l'utilise pas. Donc vous voyez que je peux continuer à peindre un petit peu partout. Ce qui est génial avec une tablette graphique aussi. Vous voyez par exemple quand je fais mon trait noir sur mon trackpad, il a une taille unique. Mais quand je veux utiliser ma tablette graphique, regardez, j'appuie un petit peu, et j'appuie un peu plus fort, et j'appuie un petit peu, et j'appuie un peu plus fort. On va avoir un contrôle sur le diamètre du pinceau en fonction de la pression. Il va atteindre évidemment une taille maximum, et on peut régler ça. Et du coup, on peut vraiment avoir un contrôle. Oui, ici par exemple, on peut avoir un contrôle un peu plus précis sur certaines zones si on veut. Là, mon pinceau, il est encore un petit peu trop grand et j'ai pas zoomé. Et si je veux avoir un contrôle un peu moins précis, on appuie un peu plus fort. Donc la tablette graphique sert aussi à ça. C'est pas juste pour naviguer, c'est parce que du coup on peut avoir des traits très détaillés si on veut. Et mon masque, vous voyez, là je suis en train de repeindre avec du blanc. Donc je vais re-remplir par exemple sur certaines zones avec du blanc. Je repeins avec du noir, je masque, je peins avec du blanc, je révèle. Donc l'avantage du masque, si par exemple on veut contourner quelque chose, un élément, on met un masque dessus, on peint avec du noir pour révéler ou masquer ce qu'on ne veut pas. On peint avec du blanc pour révéler. Donc on peut très facilement revenir d'avant en arrière. Mais là, je vais faire un commande A pour tout sélectionner. Et je vais remplir de noir et remplir de blanc pour faire comme si je n'avais pas de masque. Donc vous voyez qu'on a mon calque de réglage, un masque rempli de blanc où tout se voit. Comment faire en sorte que ce masque, pour être plus précis, ne soit efficace que sur le dossier, ça c'est un dossier, ou le calque du dessous. Et bien en fait, on va créer ce qu'on appelle un masque d'écrêtage ou un clipping mask. J'appuie sur la touche option. La touche option, c'est une touche qu'on utilise assez souvent dans Photoshop. C'est une touche magique qui est à côté, qui est entre la touche contrôle et commande. Quand j'appuie dessus, vous voyez que mon petit symbole, quand je navigue entre les deux calques, il change. J'ai un petit carré blanc avec une flèche. Ça veut dire que le masque ne sera efficace que sur le calque du dessous. Et que du coup, il n'est efficace que sur le soleil. C'est attention. Juste option. Oui, Alt sur les claviers PC. Ça change malheureusement. Mais le principe elle-même, c'est une touche, t'appuies dessus. Donc du coup, on a créé un masque d'écrêtage qui est représenté par cette petite flèche. Ça veut dire que ce calque de réglage n'est effectif et efficace que sur le calque du dessous ou le dossier du dessous. Mais du coup, comme c'est un calque de réglage qui n'est pas destructeur, oui, on peut très vite changer son petit effet. Changer sa saturation si on veut, changer sa luminosité si on veut, pour donner une teinte un petit peu plus chaude éventuellement à ce calque-là. À savoir, on verra ça notre cours aussi un peu plus précis, on a les options d'opacité, de remplissage et ce qu'on appelle les options de fusion. Les options de fusion, c'est quelque chose de très 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 puissant. C'est comment le calque va réagir par rapport au calque du dessous. Ce qui va permettre d'assombrir, d'éclaircir, de modifier les contrastes, les couleurs. Mais ça, il faudra vraiment consacrer une vidéo entière à ça. Et évidemment, on a l'opacité. L'opacité, ça va permettre de diminuer l'intensité de ce calque pour qu'il soit plus ou moins visible ou pas, qui permet d'être très contrôlable et très graduel. La différence entre le fil, remplissage et l'opacité, pour vous démontrer ça, je vais créer un calque de texte ici. Voilà, j'ai mon lorem ipsum. Lorem ipsum, en typographie, ça représente en fait le fait de placer un texte virtuel en attendant que vous ayez des choses à dire, par exemple. Et c'est du terme latin, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en gros, c'est pas du latin? Non, c'est inventé. C'est inventé. Ça devrait être du latin. Ça sonne latin, mais c'est pas latin. Merci jeune fille. Ça sonne latin, mais c'est pas latin. Ça fait... Mais ipsum, t'es sûr que c'est pas latin? Oui, oui. C'est du texte qui ne veut rien dire. Mais alors, ça ne veut rien dire, mais en fait, ça représente normalement toutes les lettres qu'on puisse taper pour avoir une représentation visuelle à ce niveau aussi. Et si jamais on décide de faire un système de texte un petit peu plus grand, qu'on va mettre par exemple en 11, on voit que du coup, il y a tout un système entier de texte qui va se placer. Ok. Hop, tu veux bien t'effacer, c'est pas grave, on va l'effacer comme ça. Donc, mon lorem ipsum qui n'est pas du latin, on apprend tous les jours, heureusement merci. Je vais lui appliquer un petit effet
c'est juste pour le principe, pour vous montrer la différence entre opacité et remplissage. Je vais simplement lui appliquer, par exemple, un effet. Allez, je vais lui appliquer un Bezel and Emboss. Donc, c'est un contour pour donner un petit effet de 3D. Les effets, expérimentez, découvrez, merci. Expérimentez, découvrez, mais n'appliquez pas trop d'effets. Et si vous faites des effets, faites une version avec effet et une version sans effet. Et après, jugez, estimez si ça vaut la peine d'avoir les effets ou pas. Parce que sinon, on en abuse vite. Ici, c'est juste pour vous démontrer. Voilà, là, on a un petit effet de contour et de relief. Quand je modifie l'opacité, je modifie l'opacité de tout. Quand je modifie le remplissage, il garde l'effet, mais il enlève les pixels blancs d'origine. Donc ça permet par exemple de faire des effets un petit peu de relief, de trame ou de trucs comme ça. Donc ça peut être assez créatif à ce niveau-ci, mais comme tout, il faut l'utiliser avec parcimonie. Et donc du coup, on peut évidemment le dupliquer, le mettre un petit peu en haut. Donc ça, c'était pour vous montrer la différence entre flux et opacité. Mais en gros, il est peut-être temps de découvrir petit à petit les outils. Et pour ça, je vais ouvrir une autre image à ce niveau-ci. Donc pour ouvrir une image déjà existante, on peut faire nouveau, à savoir que Photoshop a un format de fichier de travail qui s'appelle PSD. Donc c'est un format de fichier de travail qui ne sert pas en finalité à partager avec des clients. C'est votre fichier de travail, c'est comme voilà, c'est votre recette de cuisine à ce niveau-ci. Et vous voyez ici mon document, à la base il faisait 5,53 mégas, maintenant il fait 766 mégas. Tellement j'ai rajouté d'éléments de calque. Tout ça additionne. Je vais fermer ça, je ne vais pas sauvegarder. Je vais ouvrir par exemple, ce qu'il est dedans, allez, Mégatruffe. C'est pas son nom, hein, c'est un ancien prof qui a lâchement abandonné les auditeurs. Tu vois, le document, il fait 7 mégas 39. Je double mon calque, commande J. Alors ça se met évidemment pas à jour assez vite, mais document size, mon document a doublé de taille, alors que c'est 2 fois les mêmes pixels à ce niveau-ci. Donc, pixels, le poids peut vite s'additionner. Bon, il est temps de découvrir les outils. Chaque outil sur la colonne de gauche a des fonctions spécifiques. Ils sont souvent divisés, par exemple, dans les outils de sélection, dans les outils de retouche et dans les outils créatifs. Chaque outil, par exemple, si on prend les outils de sélection, on a ici la barre d'options des outils. Notion très importante à savoir, par exemple, on peut avoir des presets de sélection pour avoir autre chose que des outils ronds, des trucs comme ça. Mais ici, quand on va faire de la sélection, je vais prendre par exemple plutôt une sélection carrée, rectangulaire. Oui, ces symboles-ci, l'air de rien, sont assez importants. Dans le sens où, je vais quand même sélectionner un calque, si on prend le premier, et que je fais une sélection ici, et que je refais une deuxième, et une troisième, il va chaque fois me faire une nouvelle sélection. Si je prends celui-ci, il va rajouter chaque fois la sélection. Donc c'est incrémentiel comme on dit. Et du coup, on va pouvoir commencer à créer des sélections un peu plus complexes si on veut faire quelque chose d'artistique ou pas. Voilà. Mais vous voyez qu'il y a un petit plus à côté du symbole. Si jamais je veux enlever à la sélection, j'appuie sur la touche option. Vous voyez que mon plus se transforme en moins. Je peux faire un petit rectangle, supprimer à la sélection. Ici, par exemple, moins. J'ai fait une erreur. Option. Je peux supprimer la sélection. Je peux rajouter un petit peu ici. Donc on peut rajouter, soustraire simplement avec la touche option. Donc ça, c'est le système incrémentiel. Ici, troisième option, c'est à votre avis, si je fais une sélection ici, voilà. Mais du coup, tu supprimes chaque fois. Et là, de nouveau, c'est l'inverse. Et tu appuies sur la touche option. Tu veux supprimer, ben non, ça ne marche pas. Parce que là, c'est négatif, tu vois, c'est toujours. Donc moi, je vous conseille 9 fois sur 10 de travailler avec celui-ci. Et le dernier, qui peut être créatif, en fonction, il va faire une intersection. Et exemple, je vais sélectionner tout ça à l'extérieur. Ou pas, ben on va sélectionner tout ça alors. Il ne t'a pris que les éléments en commun de cette zone-ci. Donc ça permet d'être plus ou moins créatif ou pas. Ici, vous voyez que j'ai fait une sélection un petit peu construite chaotique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette sélection?
9 fois sur 10, ce que vous avez besoin de faire avec une sélection, c'est dupliquer cette sélection. Raccourci clavier, copier-coller, mais un petit raccourci clavier qui vous fait gagner du temps. Commande J, Contrôle X, non? ça c'est coupé. Oui. Ces raccourcis clavier marchent, mais par exemple, si je fais un commande C, commande V, il va le copier sur un nouveau calque. Il y a une option pour lui demander de ne pas copier sur un nouveau calque. Tu peux faire comme ça, par exemple, mais du coup, tu vois, ta sélection, par exemple, a un petit peu disparu. Si je reviens en arrière, si je fais un commande X, commande V, là, tu vois, c'est plus tout à fait la même chose. On revient en arrière, je reprends ma sélection. Si je fais un commande J, il va automatiquement copier et créer un nouveau calque. Donc ça vous permet de gagner parfois un petit peu de temps, ne serait-ce qu'un raccourci clavier. Mais ça vous permet du coup de multiplier à souhait les multiplications de ce calque. C'est quoi la différence du copier-coller? Ben, le copier-coller, tu dois faire 2 étapes. Donc par exemple, si je reviens en arrière, voilà, j'ai ma sélection, je fais un commande C, commande V, c'est juste un raccourci clavier en plus. Mais tu as certains cas de figure, par exemple, où tu veux multiplier l'ensemble de ton calque. Imagine, tu n'as pas de sélection. Si je fais ici, j'ai pas de sélection du tout. Si je fais un commande C, commande V, parfois, il va te faire l'entièreté du calque s'il est sélectionné. Mais si tu n'as pas de calque sélectionné, il va rien copier. Et tu te trompes. Alors, je reviens avec ma sélection ici, petit commande J. C'est juste le fait de gagner un petit peu de temps à ce niveau-ci. Donc, on a les outils de sélection. Et avec ces options aussi. Mais alors, on a les styles, on s'en fout. Et on a ici une option qui est assez intéressante. Si je reviens en arrière sur ma sélection, c'est le feather. C'est cette espèce de transition. Et pour vous montrer un petit peu ce qui se passe, je vais créer un nouveau calque. Ici. Je vais remplir de noir. Pour remplir de noir, je fais un majuscule retour arrière et il va m'afficher la fenêtre d'options de remplissage et on peut choisir couleur d'avant-plan, couleur d'arrière-plan, une couleur spécifique. Content Aware, on verra plus tard, c'est génial, mais on verra ça plus tard. Là, je vais juste le remplir de noir, par exemple. Je vais faire OK. Il a rempli avec du noir. Je fais un petit commande D. On a ces pixels noirs comme ça qui sont assez marqués, assez chargés. Quelle commande que vous avez fait pour commande D? Commande D pour désélectionner. Non, non, pour apparaître la fenêtre. Ah, la fenêtre, c'est majuscule retour arrière. Ok. Ou, si tu veux, tu peux aller dans Édition, Fil, ou tu fais majuscule F5 pour ceux qui ont un clavier avec des touches de fonction, par exemple. À savoir, ce qui est cool, voilà, tous les raccourcis clavier sont un petit peu affichés là. Vous pouvez, dans Photoshop, ici, les raccourcis clavier, vous pouvez avoir accès à tous les raccourcis clavier et même les modifier. Alors là, vous allez dans Édition et quasiment tout en bas, vous allez pouvoir modifier les raccourcis clavier. Ok, donc par exemple, ici, vous voyez que j'ai fait ma sélection. Quoi? C'est pas grave, c'est lundi. Ici, vous voyez que j'ai fait ma sélection de ces pixels-là. Je vais effacer et recommencer. Mais oui, on a cette espèce de transition de pixels ici. Je vais augmenter. C'est le fader, c'est l'adoucissement en fait, c'est la transition. Regardez, je vais faire un fader de... Allez, on va mettre 14 pixels, on s'en fout, peu importe. Et je vais faire ici du coup la même chose. Et je vais là aussi le remplir de noir. Vous voyez ce qui se passe, la différence? Je vais faire de nouveau un sans transition, si tu veux bien. Hop. Et je vais en faire un avec une transition très forte. Par exemple. La différence entre ces transitions. Ça va vous permettre de faire une espèce de fade, d'atténuation d'une sélection à l'autre. Ici, vous voyez que j'ai créé des pixels sur un calque séparé à part. Donc ces pixels-là sont plus modifiables techniquement s'ils ont été créés comme ça. Mais les outils de sélection peuvent servir à faire du vectoriel aussi, il n'y a pas de souci. Mais du coup, pareil, vous voyez ici j'ai une transition très douce. Alors, petite astuce, regardez, je suis en train de faire ma sélection ici, mais en fait je voulais l'œil en entier.
pour pas devoir recommencer, relâcher, on peut appuyer sur la touche majuscule et on peut balader sa sélection pour la recentrer si on veut. Et je vais prendre ici. Comme ça, je n'ai que le visage. Et vu que ma sélection est toute douce, je commande J. Et si je ne veux afficher que ce calque-ci, par exemple, vous voyez qu'on peut les masquer un par un, revenir. Mais si on veut gagner du temps, c'est bien de gagner du temps. On appuie sur la touche Option ou Alt quand on clique sur l'œil. Et du coup, on n'affiche que ce calque-là. Et ça nous permet... Alors, ça, c'est un choix créatif ou constructif, hein, ça dépend. Mais ça permet d'afficher et cette transition douce ou pas, c'est au cas par cas. On n'a pas toujours besoin d'une transition de sélection dure ou douce. Ok, donc ça, c'est un outil de base de sélection de forme géométrique d'une ligne ou de forme. On a des outils un peu plus compliqués. Le lasso, c'est un outil de sélection libre. On peut aussi appliquer une transition. Et du coup, j'ai deux calques séparés. Ah, mais ici, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? J'en ai fait plein, hein. Mais ici, j'ai fait une sélection d'un lasso sur un calque sur lequel il n'y a rien, il n'y a pas de pixel. Donc si jamais vous voulez récupérer cet œil-là, pensez bien à prendre un pixel ou un calque qui a vraiment des pixels. Sinon, vous n'y arriverez pas. Vous voyez que du coup, j'ai un œil avec une sélection douce et un œil avec une sélection rapide. Cas de figure, tu veux remplacer un visage par un autre, tu vas sélectionner, détourer les éléments avec une transition douce plutôt qu'une transition dure. Comme ça, tes yeux vont plus facilement s'intégrer au visage. Exemple, on va le modifier et le déplacer avec cet outil-ci. Même si ce n'est pas encore parfait, il y en a un qui s'intègre déjà beaucoup mieux que l'autre. Parce qu'on a fait une transition douce à ce niveau-ci. Après, on peut toujours revenir dessus, hein, retravailler, mais de base, ça permet éventuellement de faire ça et de créer quelque chose. Oui. En fait, le Photoshop n'est pas le même outil que le design que vous réglez. Au niveau des niveaux, ben, en fait, tu vois, quand je balade, on a des petites lignes roses qui apparaissent. Oui, que ça. Donc, il n'y a pas un outil qu'on sélectionne et on met automatiquement. Tout ce qui est avec les lignes, c'est ça. Ces lignes vont t'aider par rapport aux éléments existants. Tu vois, ils se positionnent. Donc, ça va t'aider à ce niveau-ci. Mais si jamais tu veux créer des repères pour être sûr que tu es bien dans l'alignement, par exemple, on veut être sûr que les pupilles sont bien alignées dans la bonne pupille, on va afficher les règles et on va pouvoir tirer une règle. On va pouvoir aligner, par exemple. Et on va pouvoir tirer une seconde règle pour centrer, par exemple, sur la pupille. Et une autre ici. Je ne suis pas hyper précis au millimètre, mais du coup, tu sais que tu vas pouvoir, du coup, l'aligner. Alors là, je le modifie à la souris, mais quand vous sélectionnez un élément, vous pouvez utiliser les touches, les flèches, hein. Les flèches vers le haut, les flèches vers la droite. Et si vous appuyez sur majuscule sur les flèches, vous les bougez par 10 pixels au lieu de 1 par 1. C'est plus rapide. Voilà. Et là, par exemple, je l'ai placé de manière un peu plus précise avec ces repères, mais du coup, on peut les prendre, les jeter, les prendre, les jeter, et on peut les effacer tous en même temps si on veut à ce niveau-ci, hein, c'est pas un problème. Donc voilà, les outils de sélection. Donc on a vu le lasso, mais on a un outil qui s'appelle le lasso magnétique. Il y a le lasso polygonal qui va permettre, au lieu de faire des courbes, on appuie une fois, on appuie une seconde fois, on appuie encore. Donc il va faire des formes géométriques, des lignes droites. Et quand on a fini à la sélection, on aboutit et la sélection est faite. L'outil magnétique lasso, c'est un outil qui est un petit peu semi-intelligent. Donc par exemple, si je veux faire le contour de la méga truffe, là, je commence par exemple ici. Et vous voyez qu'il va essayer de lui-même repérer plus ou moins les contours par rapport au contraste. C'est pas toujours hyper précis, performant. Parce que vous voyez que là, je dépasse un petit peu, il ne s'adapte pas, mais c'est mieux d'essayer de suivre là où il y a des pixels plutôt que là où il n'y en a pas. Et du coup,
loin d'être le meilleur outil pour sélectionner et détourer un personnage, hein. C'est pour vous montrer un petit peu comment ça marche. On a créé ici, voilà. Et là, je n'ai pas besoin d'hyper préciser. On s'en fout. Et du coup, vous voyez qu'il a créé du coup une espèce de sélection qui est loin d'être parfaite. Et on fera un jour des sélections plus précises avec Select and Mask, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Donc ça, c'est l'outil polygonal qui marche très bien avec des formes géométriques. Une voiture, un poteau, un truc comme ça, ça marche très bien. Commander toujours pour désélectionner. Donc ces outils-là, c'est les outils, on va dire, manuels. Et puis après, on a les outils dits intelligents. La baguette au magique. La baguette au magique, tu fais un clic sur le fond. Il va automatiquement te sélectionner le fond par rapport à une couleur commune et un contraste commun. Donc ça peut être très efficace aussi, pas toujours, mais ça peut être très efficace. On voit ici, par exemple, quand je clique, il oublie une petite partie ici. Pourquoi? Parce que... Merci, parce qu'il y a la tolérance, exactement. La tolérance, c'est l'écart de tonalité entre la couleur que j'ai sélectionnée et la suivante. Si par exemple je fais une tolérance de 10 et que je reclique, vous voyez qu'il a pris encore moins qu'avant. Parce que la couleur sur laquelle j'ai cliqué, ça n'a pas l'air comme ça, mais il y a des écarts de couleur, de contraste entre cette zone-ci et cette zone-là. Donc les options, il y en a plusieurs. Soit on augmente la tolérance et on reclique, soit on peut ici, comme pour les outils de sélection, continuer à cliquer sur différentes zones pour compléter cette sélection et augmenter la tolérance, par exemple. Comme ici. Soit, on va augmenter cette tolérance. On clique une fois et il a pris tout ensemble. Cette tolérance varie d'une image à l'autre, hein. Il n'y a pas une tolérance magique, sinon il ne mettrait pas de réglage. Donc ça, c'est un outil qui était très très couramment utilisé, mais Photoshop évolue. Donc tous les outils que je vous ai montrés précédemment, c'est des outils qui existent dans tous les programmes, hein. Les gratuits, les semi-payants, les trucs comme ça. Les deux outils que je vais vous montrer maintenant n'existent normalement que dans les versions Photoshop et des programmes un peu plus avancés. On a l'outil de sélection rapide, où là, en fait, plutôt que le lasso et plutôt que la baguette magique, on va cliquer et draguer et dessiner vers le bas. Vous voyez que petit à petit, il va composer cette sélection, il va prendre du détail. Donc ça, c'est un outil de sélection rapide sur des éléments. Si je prends le ciel, enfin le fond, vous voyez que petit à petit, il analyse et il construit et ça marche très très bien. Ça s'évolue avec chaque version de Photoshop. Ça va vous permettre de faire déjà pas mal de belles sélections. Et le dernier, c'est le Object Selection Tool, qui est en fait très intelligent dans le sens où on peut lui dire, tiens, cet élément-ci, ça va me faire planter mon Photoshop, je le sens. Voilà, il n'a pas trouvé d'objet automatique parce que parfois il trouve des objets tout seul. Tu as une photo par exemple avec différents éléments, il va repérer lui-même différents éléments, mais là vous voyez que j'ai fait un carré, il a automatiquement repéré le visage, il a coupé ici. On a ici les options, ici, qui sont plus malins. On peut par exemple sélectionner le sujet en cliquant là-dessus. L'image est simple à ce niveau-ci, mais il a automatiquement repéré le sujet et fait une sélection autour. C'est pas parfait, vous voyez qu'on a des limites ici aussi. Mais si je fais un petit commande J et qu'on affiche, on voit qu'il manque quand même. Vous voyez que c'est loin d'être parfait. Il y a encore un petit peu de taf à faire. C'est pour ça que c'est un outil qui est bien, mais qui n'est pas encore parfait. Après, si vous êtes connecté, il y a la version cloud. Donc du coup, attendez, on va effacer, on va recommencer. Là, il va envoyer la copie de votre image sur le cloud d'Adobe, qui va l'analyser et qui va le renvoyer. Et ça prend évidemment un petit peu plus de temps. Mais vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup plus d'amélioration. Donc, c'est un outil qui n'est techniquement plus en version bêta, mais qui doit encore un petit peu s'améliorer. Mais l'idéal, mais ça on verra vraiment un cours spécifique sur la sélection, que c'est important, c'est de sélectionner un sujet et après de faire de sélectionner et masquer, de pouvoir corriger, éditer à ce niveau-ci. Mais ça, on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui, parce que ça, c'est migraine garantie si vous n'avez pas vu les autres outils. Donc, je vais faire désélectionner. Donc, les outils de sélection rapide sont pas mal. Les outils suivants, on a l'outil crop, qui va permettre de recadrer l'image, de modifier la perspective. Et ça, c'est un outil qui est intéressant pour vous. Slice et Select Slice, dans le sens où, parfois, vous allez devoir, sur des pages web, décomposer des éléments pour des bannières. Parce qu'il y a des colonnes, parce qu'il y a des systèmes. L'outil Slice, ça va vous permettre de séparer l'image en trois.
ici, on a justement 3 slices qui ont été faites et vous pouvez du coup exporter ces éléments-ci pour automatiquement sur des bannières prédécouper des images. Ou imaginez, vous devez... ça se fait de temps en temps, vous voyez les grilles Instagram où vous avez les miniatures, mais parfois il y a une image sur 6 grilles. On peut le faire avec Slice par exemple. Vous pouvez prendre votre image et dire tiens, découpe mon image de telle manière. Donc c'est un petit peu le but de cet outil. Perspective, je ne vais pas vous le montrer actuellement, mais l'outil Crop, c'est un outil qui va vous permettre de recadrer un petit peu votre image. Mais il y a, très important, une option à décocher. Parce que si je fais Enter, il m'a coupé mes pixels pour recadrer. Bon, je reviens en arrière, on peut toujours revenir en arrière. Jusqu'à une certaine limite, on peut revenir en arrière, évidemment. Mais si je sauvegarde mon document, que je le réouvre, je ne sais plus revenir en arrière. Par contre, si on décoche ça, et que je décide de recadrer, je fais Enter, et en fait, on me dit « Ah bah non, c'est pas ça qu'il faut », ben, je peux quand même resélectionner mon image, revenir à une taille plus grande si on veut, et décroper ce qu'on a croppé si on veut. Parce qu'on n'a pas coupé les pixels, on les a juste masqués. Autre petite chose qui est utile avec l'outil Crop, ça va être utile pour vous par exemple, vous dites voilà, ça c'est l'image par exemple du fond de mon site web, mais j'ai besoin de plus d'espace au-dessus pour mettre ma bannière ou pour mettre du texte ou mes menus, des trucs comme ça. Bah, avec l'outil Crop, vous cliquez une fois, vous étirez sur le dessus, vous appuyez sur Enter. Là, j'ai exagéré évidemment, mais vous pouvez étendre votre surface de travail comme ça. Et ça vous permet de gagner de l'espace. Alors, petit truc, vous allez me dire, oui, mais Igor, tu m'as étendu ça, mais moi, je voulais étendre le ciel pour qu'il soit la même couleur. Mais qu'à cela ne tienne. Désolé. Qu'à cela ne tienne, oui. C'est ça, là. Regardez, je vais sélectionner ici. Et là, attention, c'est la magie d'Internet. Avec mon outil rectangulaire. Vous voyez, si je sélectionne en dehors des cheveux, même s'il y a un petit cheveu qui dépasse, on s'en fout. OK ? Je dézoome. Alors, on peut zoomer dans Photoshop. On appuie sur la touche commande, la touche plus, la touche moins pour dézoomer. Si jamais on a un trackpad, on peut pincer ou dépincer. Si jamais on a une souris, avec la molette, on peut zoomer avec la molette. Mais je dois enlever impérativement ma transition, sinon ça ne sert à rien. Et je vais sélectionner toutes ces zones-ci. OK ? On peut, par exemple, je vais vous montrer une méthode barbare, et après, je vais vous montrer une méthode beaucoup plus classe. On veut étendre toute cette couleur-là sur l'espace vide. Raccourci clavier pour transformer la sélection. Donc là, on a fait une sélection qu'on va pouvoir transformer. Commande T. On a ce qu'on appelle un cadre de transformation avec des points d'accroche. Et là, regardez, mais il y aura une petite astuce quand même. Oui, quand je l'étire, ça va agrandir et étirer. Mais c'est bizarre, ça étire dans tous les coins. C'est normal. Parce que Photoshop a changé un comportement. Maintenant, quand on étire, il étire dans toutes les dimensions, dans toutes les directions. Quand j'appuie par contre sur la touche majuscule et je clique sur l'accroche du haut, je vais uniquement étirer vers le haut par exemple. J'appuie sur Enter, je désélectionne et j'ai étiré. Là, on a un petit peu de perte de pixels. Je crois que j'ai dû le comprimer avant de l'étirer. Bah, les cheveux n'ont pas bougé. Hein. Si, il avait été étiré. Un seul, oui. Mais voilà. C'est ça un peu le problème. Tu dois faire ta sélection, mais pas avoir le cheveu. Alors, deux solutions. Soit tu enlèves le cheveu avant, soit tu fais une sélection plus courte. Et enlever le cheveu, on va passer justement à l'outil suivant. L'espèce d'outil sparadrap, c'est un outil absolument magique. J'ai une tablette, Igor. Pourquoi tu n'utilises pas la tablette ? Regarde, je clique ici. Ah, excusez-moi, c'est pas cet outil-là. C'est le Spot Healing Brush. Donc, c'est le sparadrap avec un petit pourtour. Et regardez, je vais faire ça. Hop. Non, pourquoi ? Content Tower, normal. Je vais augmenter ma taille. Hop, et ce cheveu a disparu. Wow. Ah, c'est beau Internet, hein. Mais en fait, cet outil-là, on le verra plus tard, on fera une retouche beauté.
cet outil-là est utilisé par exemple pour retoucher les boutons. Ah, ouais, Tu vois, les spots, les blemishes. Tu vois, et du coup, quand tu as une tablette graphique, bah, tous ces trucs-là, ça peut très vite disparaître. Et quand il y a des erreurs, tu vois ici une erreur, pourquoi? ils ont trop large. Parce que je suis en train d'échantillonner tous les calques et du coup, il me prend les pixels du dessous. Et vous voyez que j'ai un œil virtuel au-dessus, hein, c'est pas son véritable œil. Donc je dois décocher ça. Je dois juste corriger. S'il veut bien. Mais là, il veut pas. Parce que je suis peut-être pas sur le bon calque. C'est peut-être celui-là alors, oui. Et là, on va par contre échantillonner tous les calques. Et là, il a corrigé. C'est une question de pouvoir contrôler quel calque est à modifier. Donc ça, c'est un outil qui est très performant. Mais du coup, oui, ici, si je reviens à mon propos de cheveux, là, je refais ma sélection. Ici, commande T, notion. Oh, mais si les gars. Commande T pour transformer. On va y arriver à un moment donné. La touche majuscule, ça va permettre de transformer votre outil en main temporairement pour manipuler le document, le déplacer. Ça, c'est assez pratique. Majuscule. Pardon? Ça touche espace. La touche espace, oui, pardon. Et là, oui, je vais l'étirer. Hop. Enter. Alors, je sais pas pourquoi il me coupe toujours un petit peu les bords, c'est étrange, mais non, là ça va. Et du coup, mon cheveu, il a disparu. Et même s'il était encore là, on aurait pu, de nouveau, tu vois, il y a celui-là qui déconne un petit peu aussi, un peu beaucoup même. Bah, tu peux de nouveau reprendre cet outil et le corriger, corriger très vite, quoi. Le petit sparadrap, il est magique. Mais parfois, si jamais ton fond avait un peu de texture, là, il y a un cheveu, par exemple. Ça peut être problématique. Du coup, il y a d'autres options pour faire la même chose. Je veux reprendre par exemple ce même outil. Et là, on va découvrir une option et une faculté incroyable de Photoshop qui n'existe malheureusement pas dans les autres softwares. C'est ici. C'est l'édition, l'échelle en tenant compte du contenu. Content Over Scale. Du coup, il fait une fenêtre aussi. La même chose que transformation. Toujours majuscule, Igor. Et là, en fait, il va être plus intelligent. Il va étirer la zone, mais plutôt que d'étirer les pixels, il va en créer des nouveaux pour être de manière un peu plus constructive et il n'y aura plus de problème de texture, de trucs comme ça. Exemple, pour vite vous montrer. Pardon, c'est remplissage après le contenu, c'est ça? Oui, exactement. Ici. Ou pas, est-ce que ça va? Oui. Je vais réouvrir cette image-ci, ça devrait marcher ici aussi. Et je vais... Juste pour le propos, je vais faire un petit raccourci clavier. Voilà. Et je vais prendre de nouveau mon rectangle et je vais décider avec le crop d'étendre le ciel. Vous voyez que déjà, dans mon mapping, là, j'ai des éléments qui sont à l'extérieur de la zone de travail. Mais c'est pas grave. J'étends mon crop comme ça. Et c'est étrange que... Ah, c'est marrant ça, tiens. On remettra le soleil après au bon endroit à ce niveau-ci. Et je veux refaire une sélection de mon rectangle. Je ne suis pas sûr que ça marche à 100%, mais on va quand même tester. Je prends ça ici. Fiche édition. Et là aussi, toujours majuscule. Et je vais l'étendre vers le haut. Le soleil, évidemment, il pose problème. Donc, on va revenir en arrière. Faire des... C'est une question de contrôle. Hein. Je vais quand même effacer ce calque-là. Masque. Attends, il va y arriver. Pas net les nuages quand même. Hein. Mais ça bouge, c'est normal. Alors, on va juste masquer le soleil. Et là, ça n'a pas bougé encore. Regarde. Ça bouge. Mais parce que je suis en très basse résolution. Hein. Techniquement, l'image est en assez basse résolution à ce niveau aussi. Donc là, j'ai masqué le soleil, mais je dois bien masquer le bon. Ok. Toi, tu dégages, mec. Ok. Le soleil est masqué. Ça marche. Commande option.
E. Donc j'ai mon calque ici. On va reprendre mon petit réglage. Ici. L'idéal, c'est de trouver ça avec du gazon, ça marche mieux. Mais on va quand même tester ici. Bon, là, effectivement, tu as une dégradation des nuages. Je vous montrerai, je trouverai une autre image avec du gazon. Ça s'adapte malheureusement pas partout. Pas à tous ces... Photoshop, on peut faire des miracles, mais faut bosser parfois un peu plus de temps que ça. C'est pas magique. Bah, c'est des miracles, mais c'est pas de la magie. Il y a une commande, non? Édite à chaque commission. Et ta question? Contenu. Oui, tu peux effectivement, tu as différentes options, mais quand tu édites... Montre-moi où, c'est chez toi? Dans le copie. Oui, mais Content Aware, effectivement, bonne question. Ça, c'est nouveau, je l'avais peut-être pas vu, tiens, c'est peut-être une bonne idée. Et... Ah oui, ça c'est... Eh ben, écoute, c'est assez nouveau. Ou je l'avais jamais vu, ou c'est nouveau. Mais Ça c'est... fonctionne pas pour toutes les images. Mais... Voilà, ça marche pas partout, mais justement, quand tu as un fond à étendre ou quand tu as des textures simples, ça marche en général très très bien. Mais revenons à nos outils simples. Donc voilà. Hugo, Oui. qu'est-ce que vous avez fait? Alors, qu'est-ce que Zoé m'a expliqué justement que je ne connaissais pas? Donc, toujours quand tu sélectionnes ton outil Crop, ici, tu peux cocher l'option Content Aware en tenant compte du contenu. Et du coup, quand tu vas éditer ta surface de travail, on va l'étendre un petit peu ici par exemple. Tu appuies sur Enter, il va étendre le contenu dans la zone vide, il va l'étendre par rapport à ce qu'il pense être utile. Et tu vois ici les pôles, évidemment ça marche pas, mais après il faut faire tu fais un ajustement où tu fais ce que les trois quarts des gens vont faire. Tu vas faire un petit commande J, un petit CTRL T, le transformer en vertical. Non. C'est quoi la fonction commande J Commande J, c'est pour dupliquer c'est dupliquer ton calque. Commande T, c'est pour le transformer. Donc en fait, dès que tu vas faire une sélection, ici, tu vois, si je fais Escape, j'ai mon élément ici que j'ai fait une sélection, que j'ai dupliqué avec la commande J. Quand je fais un petit commande T, je rentre dans les modes de transformation. Et transformation, on a les points d'ancrage qui permettent de modifier un peu la taille. Vous voyez, quand j'augmente la taille, cette pixelisation, on appelle ça l'aliasing, c'est la dégradation d'image. Et si je fais un clic droit, on a des tas d'options différentes pour modifier son image un peu comme on veut. Là, je vais faire ce qu'on appelle un flip horizontal. Et ça va pouvoir me permettre de déplacer cette épaule et d'essayer de l'aligner avec l'autre côté, par exemple, pour qu'il s'intègre déjà un petit peu mieux. Maintenant, après, il faudra qu'il s'intègre au niveau teinte et couleur. Ça, on va trouver des modes de fusion qui correspondent un peu mieux. Dissolve, c'est pas mal en fait. Et si pas, on va refaire une petite sélection. Il y a des tas d'outils. Là, je vais laisser en mode normal. Et il faudra éditer un petit peu cette zone-là après au niveau contraste et effacer cette zone-ci. Donc pour ça, on peut créer aussi, je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut créer un masque, un dossier, un calque de réglage. Donc par exemple, on va modifier avec les niveaux, si on veut, pour un petit peu éclaircir, mais il faut que ça soit que sur les calques du dessous. Hop. Là, au niveau teinte du noir, là, il faudra juste un petit peu, je vais rééternuer, corriger ces deux. Oh là là, on va y arriver, Igor. Attention. Pardon, bordel de merde. Ah, merci. Donc là, on a corrigé un petit peu les teintes. C'est un peu plus complexe, mais
On verra ça plus tard aussi, il n'y a pas de souci. Excuse-moi, Igor, Oui, c'est moi. C'est pas pour être désagréable, mais toutes ces informations, au début, ça. Je comprends, ça fait beaucoup. Mais on n'a que 36 heures. Pratiquer. 36 heures. Depuis que t'as vu ce travail. Là, j'essaie de vous faire découvrir les outils un petit peu un par un. Pas de problème. Mais t'as un ordinateur chez toi. J'ai GIMP aussi. Ben, il y a beaucoup de choses. Les outils de transformation, de manipulation, beaucoup de réglages sont communs à GIMP ou Photopea en fait. Hein. Non, moi j'ai déjà GIMP. Ben voilà, mais tu as beaucoup de choses. Tu vois, les trois quarts de ces outils sont communs à GIMP. À part les outils hyper sophistiqués comme le Quick Selection ou le Content Aware. C'est pour ça que je ne veux pas trop intégrer là-dessus. Mais beaucoup de ces outils-là sont communs un petit peu à tout ça, quoi. Mais voilà, je continue un tout petit peu avec les outils simples parce qu'il faut un petit peu pratiquer à ce niveau aussi. Je survolais certains outils qu'on ne va pas utiliser maintenant. L'outil Frame, par exemple, c'est un outil qui va permettre de réserver une place pour stocker des éléments. On verra ça un autre cours. La pipette, on ne va pas se casser le cul avec ça aujourd'hui. Ça, c'est des outils qui sont importants, par exemple, pour modifier, corriger ou faire des patchs. Mais les plus simples, c'est le spot healing. Et je crois que dans GIMP, il existe aussi. Ça va permettre, comme j'ai dit, de corriger des boutons ou de modifier certaines choses. Les outils de pinceau qui sont très simples, qui va permettre de créer des formes pixelisées, pas vectorisées, qui permettent de faire même des mélanges de couleurs un peu complexes à ce niveau aussi, mais vous allez peu l'utiliser. Un outil que vous allez utiliser assez régulièrement, c'est l'outil tampon. L'outil tampon va permettre, par exemple, et ça existe dans GIMP aussi, l'outil tampon va par exemple permettre de prendre une zone d'origine avec la touche Option ou Alt, de cliquer par exemple sur une zone d'origine et de repeindre cette zone à un autre endroit si on veut. Troisième œil. Un troisième œil, exactement. Et du coup, là, tu vois, tu peux contrôler un petit peu comment ça s'intègre ou pas. Tu peux lui en faire un quatrième, un cinquième, ce que tu veux. Là, tu peux cibler, hop, et tu peux lui faire un autre petit trou de nez ici. Et ici, par exemple, tu peux faire plein de choses pour dégrader une image très vite. Donc l'outil tampon, il est presque universel. L'outil tampon, il va prendre des pixels sources, qu'il va copier. Tu peux lui appliquer justement, là aussi, un petit contour un petit peu flou ou pas. Et tu vas le copier ailleurs. Ces notions sont simples. Le reste des outils, donc ça, on va pas en parler parce que c'est complexe. L'outil c'est la gomme. N'utilisez pas la gomme. Ça sert à rien. Si vous voulez, moi j'utilise quasiment jamais la gomme. En fait, quand je crée quelque chose, si je veux revenir en arrière, je fais un masque, CTRL Z, ou je fais un masque et je masque. Si tu effaces des pixels et tu te rends compte qu'en fait j'aurais dû les garder, une fois que c'est effacé, c'est effacé. Par contre, si tu fais un masque pour ici, tu vois l'épaule par exemple ici. Si j'utilise la gomme, je vais augmenter la taille du pinceau. Et là, je suis évidemment pas sur le bon. Tu vois, je peux gommer cette zone-là. Mais si je vais ici, tiens, j'ai pas gommé les bons pixels, je peux évidemment revenir en arrière. Mais si je crée un masque, le masque blanc, ça révèle, noir, ça masque. Si je peins avec du noir, ça masque. Et si je déborde, je repeins avec du blanc et je peux vite revenir dessus et récupérer. Donc, masque, tu vas avoir un meilleur contrôle sur ton travail, un meilleur contrôle sur ton flux de travail. Et si tu déconnes, hop, j'ai déconné, tu peux très facilement, en intervertissant le noir et le blanc, revenir en arrière. L'avantage du masque, si tu sauvegardes ton document et que tu te rends compte que tu as débordé ici sans le faire exprès, si tu sauvegardes, c'est un masque, tu peux revenir en arrière. Si tu effaces avec la gomme, tu sauvegardes ton document, tu ne sais plus revenir en arrière. Le fait que tu as un historique d'étapes, techniquement de base des 50 dernières étapes, dès que tu sauvegardes et que tu fermes, cet historique disparaît. Donc c'est mieux de travailler de manière progressive, constructive et surtout de manière non destructeur à ce niveau-ci. Tu vois, ici j'ai débordé, hop, je repeins
un petit peu et on récupère. Ici, on récupère. Hop, X, on réefface. Donc ça, outil tampon important. La gomme, non. Le dégradé, bah, c'est pas compliqué. Hein. Si je fais une forme, tac, clic-clac Kodak. Et si je fais un dégradé dedans, je crois que je dois faire... Ah oui, je suis con. Parce que je suis sur mon masque. Je crée un nouveau calque. Et excusez-moi, on va y arriver à un moment donné. Il va faire un dégradé sur une forme ou sur un truc comme ça. Ces dégradés, vous allez voir, c'est pas juste esthétique. Ces dégradés vont nous servir dans plein de cas de figures, justement, dans Photoshop. L'outil Smudge, n'utilisez pas ça. C'est des outils créatifs pour déformer un petit peu l'image. Exemple. Pour donner un petit effet de flou de bouger, si on veut. On peut rajouter un effet pour rendre l'image plus nette ou plus floue. C'est rare, on peut travailler avec ça si on veut. Ça, c'est spécifiquement destiné aux photographes, on ne va pas se casser le cul avec. Et ça, on verra ça au cours de images vectorisées. C'est pour créer du coup des formes vectorielles, libres, avec l'outil Plume, que je déteste sans fin depuis longtemps. Une fois que tu le maîtrises, c'est génial, mais jamais... Enfin, je le comprends, je le sais l'utiliser, mais cet outil m'énerve, mais on le verra quand même. L'outil texte, à votre avis, ça fait quoi? Ça fait rien, hein. Et ces outils, ça permet de modifier et d'éditer les outils de sélection. Et là aussi, on a vu pour créer des formes, pour bouger le document, l'outil Plume, tout ça. Alors, je sais que je survole, mais vous voyez, quand vous sélectionnez un outil que vous survolez, normalement, Photoshop, il vous montre chaque outil, qu'est-ce qu'il fait quoi, comment et quoi. Donc ça peut t'aider. Et toi, t'es sur PC, hein. Oui. Attends, je vais arrêter la vidéo là, de toute manière, il est l'heure.